Fabrice Lago de son vrai nom ou Steve Biko a pris le chemin de l'exil après avril 2011 à la chute de Laurent Gbagbo. Mais très vite, il se révèle dans son exil mi-doré, mi-difficile, un talent de cyberactiviste. Il aura marqué son auditoire par la pertinence de ses analyses et de ses vues sur le procès de Laurent Gbagbo. Pendant toutes ces années qu'ont duré le procès, il aura été la source d'inspiration, pour ne pas dire la source d'information, de consolation, aussi de milliers d'internautes qui jurent par Laurent Gbagbo. Steve Biko, cadre de l'UNG, le parti de Stéphane Kipré, met fin à son exil et s'apprête à regagner Abidjan où il a déjà pris ses repères durant une semaine. Avant son retour définitif, il s'est prêté aux questions de Sylvain Debailly de ConnexionIvoirien.net. Il parle du procès de Gbagbo mais évoque la situation politique nationale dans le style et la franchise qu'on lui connaît. Sylvain Debailly. 2011 à 2021, 10 ans d'exil. Avec quel sentiment arrivez-vous au bout d'une si longue absence sur votre terre natale? Le premier sentiment qui me traverse est bien entendu un sentiment de satisfaction. J'ai coutume de dire qu'on peut vous contraindre à l'exil, mais ce que vous faites une fois que vous y êtes dépend de vous. Je suis satisfait parce qu'au plan politique, nous nous étions donné la mission de faire éclater la véracité sur les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Il était important de faire savoir au monde l'annonce du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est chose faite et l'audience du 31 mars devrait confirmer la fin du procès. Celui qu'on avait présenté comme un dictateur sanguinaire est maintenant réhabilité aux yeux du monde et c'est une fierté d'avoir apporté ma modeste contribution à cette fin heureuse pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Au plan strictement personnel, je suis aussi satisfait car j'ai pu continuer mes études et m'insérer professionnellement dans la vie active tout en défendant mes convictions personnelles. Pour vous qui avez minutieusement suivi le procès de Gbagbo, quelle analyse et quel pronostic faites-vous de ce nouveau rendez-vous du 31 mars, date à laquelle la Chambre d'appel rend ses conclusions sur la requête du procureur? Ma conviction personnelle est que la date du 31 mars va marquer la fin du procès inique intenté contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il ne saurait en être autrement au vu de l'injustice que ceux-ci ont subi durant toutes ces années. Votre activisme était aussi orienté vers la défense du président Gbagbo et au résultat, un acquittement. Revendiquez-vous une part de cette victoire d'étape de Laurent Gbagbo? Je ne revendique rien. J'ai agi selon ce que me commandait ma conviction politique. J'ai apporté ma modeste contribution et je suis fier d'être de cette aventure. Mais je ne suis pas du genre à revendiquer des reconnaissances ou des héritages. Que dire de ses adversaires qui continuent de croire que Gbagbo doit subir un nouveau procès, ne comprenant pas pourquoi les tristes événements de la crise post-électorale n'est finalement pas d'auteur? Je suis désolé pour ces gens, mais ils ne comprennent rien. Ce n'est pas que les événements en question n'ont pas d'auteur. Les juges ont estimé que le président Gbagbo n'est pas coupable. Cela signifie que les coupables sont certainement ailleurs. Si l'on doit donc ouvrir un nouveau procès à la CPI relativement à la Côte d'Ivoire, il faut que cette fois-ci, les vrais auteurs soient dans le box des accusés. Et ceux-ci se connaissent et les Ivoiriens les connaissent. Mais est-ce qu'à ce jour, notre pays a encore besoin de tous ces procès interminables? La justice transitionnelle, comme celle pratiquée en Afrique du Sud, est une option plus sérieuse. Il faudrait encore pour cela qu'on reconnaisse tous qu'il y a des plaies à penser. Alassane Ouattara a quand même tenté cette justice transitionnelle en instituant dès le départ la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? Il a manqué la sincérité dans le processus. Vous avez vous-même constaté que les conclusions de ce rapport n'ont jamais été publiées. Elles sont restées dans les tiroirs. Le Premier ministre Al-Konabani s'en est plaint à plusieurs reprises en vain. Donc un processus inachevé ne peut pas produire des résultats escomptés. Pensez-vous avoir été transformé par l'exil du point de vue des convictions et de l'engagement politique? Transformé, certainement, car l'exil est un voyage
et tout voyage transforme. Mais je pense avoir été transformé en bien. N'oublions pas qu'il y a quelques années, certains Ivoiriens sont partis en exil et sont revenus avec des armes pour attaquer la mère patrie. Et donc oui, j'ai été transformé. J'ai mûri politiquement, je suis plus solide dans mes convictions politiques. J'ai une idée claire de ce que je veux que mon pays soit. Avec mon parti, nous avons travaillé durement sur le modèle politique que nous ambitionnons pour notre pays. Maintenant, vous décidez de revenir au pays. Cette décision ne fut pas facile à prendre, j'imagine. Comment finissez-vous par la prendre ? Vous savez, durant toutes ces années, je ne me suis jamais considéré comme en voyage, mais bien comme en exil. Je savais donc bien que le moment viendrait où je devrais retourner dans mon pays pour faire de la politique. Même si l'acquittement du président Laurent Gbagbo fut le déclic, la décision ne fut pas pour autant aisée à prendre. Revenir en Côte d'Ivoire, c'est abandonner tout ce qu'on a construit toutes ces années. C'est renoncer à la carrière professionnelle qu'on a bâtie. C'est tout reprendre quasiment à partir de zéro. C'est chambouler le train de vie de sa petite famille et surtout des enfants qui sont en bas âge. Mais l'amour de son pays étant plus fort, nous allons nous y faire. Comme vous le savez, je suis parti en exil avec le président de mon parti, le président Stéphane Kipré. Alors, dès lors qu'il me dit qu'on rentre, je me considère en mission. 10 ans après, quel est votre grand regret et quel enseignement tirez-vous de cette phase de votre vie d'exilé ? L'enseignement le plus évident est que la persévérance paye et que la loyauté doit être une valeur cardinale en politique. Durant ces 10 ans, j'aurais pu me renier politiquement. J'aurais pu abandonner mes convictions politiques et me ranger du côté du pouvoir afin de jouir. Ce ne sont pas les propositions qui ont manqué dans ce sens, mais je me serais senti mal à l'aise de laisser tomber mon chef dans cette période difficile. Parce que, contrairement à ce que certains pourraient penser, l'exil n'est pas une partie de plaisir. Il m'est arrivé de ne pas savoir comment payer mon loyer ou de dormir le ventre creux. Du Ghana en passant par le Maroc avant d'arriver en Europe. J'ai connu les pires difficultés. En général, dans ces moments de doute, des questionnements naissent sur l'opportunité de continuer un tel combat politique. Ce sont des moments flous et l'on peut se laisser aller de tous les marchandages si l'on n'a pas de conviction solide. Mon plus grand regret restera de n'avoir pas été là pour dire au revoir à ma grand-mère, à ma grand-sœur, qui nous ont quittés pour l'au-delà pendant que j'étais en exil. J'ai perdu mon père assez tôt et ma grand-mère a été le socle, celle qui m'a poussé à me surpasser pour continuer mes études. Ne pas pouvoir l'accompagner à sa dernière demeure a été une déchirure qui ne s'est pas encore refermée. Des élections législatives ont eu lieu le 6 mars dernier, auxquelles ont finalement pris part toutes les forces politiques. Les résultats qui en sont sortis et qui donnent la majorité de sièges au RHDP appellent forcément analyse et commentaires de votre part. C'était attendu que le parti au pouvoir conserve la majorité. La gauche a été absente pendant une décennie. Son leader naturel a été déporté et ses lieutenants asphyxiés économiquement lorsqu'il n'était pas jeté en prison. On pourrait aussi évoquer une série partiale et inféodée au pouvoir, une liste électorale non révisée et des conditions sécuritaires difficiles qui ont eu pour conséquence la faible mobilisation des militants de l'opposition. Alors oui, le pouvoir conserve la majorité, mais l'enjeu pour la gauche était de marquer son retour à l'hémicycle et les résultats, même s'ils ne sont pas fameux, sont encourageants. Après, il y a des choix très difficiles qui ont été faits quant aux candidats, entretenant des contestations et des multiplications de candidatures indépendantes, dispersant ainsi les voix de l'opposition.